Coucou Zinem. Coucou Marion. Est-ce que je peux t'appeler Zi? Bah ouais, tout le monde m'appelle Zi. Oui. Faut m'appeler Zi. Trop bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et Avec merci plaisir. beaucoup pour ton temps. Je suis trop contente de te retrouver ici à Dubaï, même Bah si oui, je sais oui. que tu n'y es pas toute l'année, mais on va en parler après. Justement, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours, ce que tu fais surtout? Bien sûr. Alors, moi je m'appelle Zineb et tout le monde m'appelle Zi depuis plusieurs années. Donc sur Instagram c'est Lady Zi. Et je suis entrepreneur, coach, mentor, investisseuse et depuis plusieurs années maintenant. Donc ce que je fais en ce moment même, c'est que j'accompagne des femmes à lancer et développer leur business en ligne. J'ai accompagné plus de 650 femmes. Là, ça fait 2 ans que j'ai un programme en ligne. Et avant ça, j'avais développé plusieurs business, que ce soit dans l'e-commerce, dans tout ce qui est SaaS, tout ce qui est agence. J'ai un peu tout fait, je suis un peu une touche à tout et j'expérimente la vie. Et je suis une femme ambitieuse de 36 ans qui aime la vie, qui aime tester des choses et qui aime aussi atteindre ses objectifs. C'est hyper inspirant et justement, si je t'ai invité, aucun rapport avec ton âge, mais j'ai remarqué qu'on manquait beaucoup de figures féminines qui avaient dépassé 35 ans et qui sont hyper successful, pas forcément maman, pas forcément mariée à s'afficher sur les réseaux avec son conjoint, etc. Et je trouve que du coup, tu es une de celles où j'adore suivre pour ça, parce qu'on peut vraiment s'identifier à toi en fait. Justement, est-ce que tu arrives un peu à expliquer comment tu as réussi à percer sur les réseaux? Alors, ce n'était pas un long fleuve tranquille. Je suis pas, en gros, les gens s'attendent trop à une réponse en mode succès du jour au lendemain. Je suis devenue virale, je suis devenue connue, alors que j'avais pas trop fait d'efforts, alors que c'est tout l'opposé. Ça fait plus de 12 ans que je suis sur les réseaux, voire même plus si on compte les autres plateformes de réseaux sociaux. Donc j'ai commencé avec un Skyblog, j'ai commencé après avec un Facebook, et par la suite j'ai migré sur Instagram. Maintenant aujourd'hui je suis un peu sur toutes les plateformes confondues, que ce soit TikTok, YouTube, LinkedIn, Instagram. Et au final, en fait, moi, je vois les réseaux sociaux, pour moi, pour ma part, c'est un processus très très long, rempli d'embûches, et au final je n'ai jamais lâché, j'ai toujours persévéré malgré le changement d'algorithme, malgré le changement de technologie, malgré tous les changements possibles, et aussi cette nouvelle génération qui vient avec son lot de créativité, d'idées, de montage hyper quali. Et forcément moi, daronne de 36 ans, pas daronne en plus, j'essaye de suivre aussi les tendances, ce qui n'est pas évident, et au lieu de juste lâcher et de dire oh non mais c'est pas pour moi. Donc forcément je suis hyper fière de cette évolution et cette persévérance sur les réseaux. Et aujourd'hui je compte on va dire toutes plateformes confondues, 250 000 abonnés, ce qui me rend plutôt fière parce que je n'ai jamais lâché. C'est pas le nombre en tant que tel qui me rend fière, mais c'est vraiment la persévérance toutes ces années. Ouais, et du coup, je pense que j'ai commencé pratiquement en même temps que toi. J'ai commencé en 2011. Ok. Et du coup, même parcours. Genre, j'ai jamais explosé grâce à un Reels ou quelque chose comme ça. Mais du coup, les gens qui nous suivent, ils nous suivent vraiment. Depuis des années. Voilà, Ah, pour exact. qui on est, ils ont grandi avec nous. Exact. Ouais. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait la force d'un vrai personal branding. Et c'est pour ça que j'adore suivre des femmes comme toi. Et il y a une autre partie de toi que j'adore, c'est la partie sportive. Est-ce que tu penses aujourd'hui que quand on est une femme entrepreneuse, avoir une vraie routine sportive aide finalement à aussi atteindre ses objectifs business? Alors, moi, j'ai un avis très controversé, très extrême, on va dire, sur le sport, puisque je suis une addict du sport et depuis plusieurs années. Est-ce que je conseille à toutes les femmes de faire du sport? Oui. Est-ce que j'impose le sport dans la vie des femmes? Non. Chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut de sa vie, de son corps. Elle est libre, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est cette liberté d'être, d'être qui tu veux être vraiment. En revanche, moi, le sport m'a énormément aidée parce que c'est grâce au sport que j'ai compris le principe de la patience, le principe de la persévérance, la discipline, le fait de ne pas donner trop de pouvoir à ton cerveau, même quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu le fais quand même. Et ça, dans l'entrepreneuriat, c'est clairement les aspects les plus importants quand tu veux avoir un business à succès. C'est que
surtout quand tu n'as pas un patron au-dessus de ta tête qui te dit fais ça à telle heure, tel jour, tu dois être discipliné, tu dois faire les choses et tu ne dois pas laisser ton cerveau te dicter enfin, te pousser à avoir la flemme ou te pousser à procrastiner ou à laisser tomber. Et le sport m'aide avec ça énormément. Et quand je dis patience, c'est aussi... les résultats ne viennent pas du jour au lendemain. Et le sport t'apprend ça. Les gens qui lancent des business, surtout dans cette ère digitale, Instagram, réseaux sociaux, qui nous vendent du rêve et qui nous montrent que oui, un business, tu peux être riche du jour au lendemain, c'est le monde des bisounours, c'est tout simple, c'est tout facile, l'argent facile, les gens sont trop attirés par ça. Mais sauf que quand tu réalises que chaque belle chose prend du temps et chaque objectif que tu veux atteindre, quand ton objectif est gros et grand et fait sens, et ça prend du temps. Et le sport te montre ça. Tu n'as pas des abdos du jour au lendemain, tu n'as pas des muscles du jour au lendemain, tu n'as pas le corps de tes rêves du jour au lendemain. Il faut persévérer et beaucoup de régularité. Et l'entrepreneuriat veut ça aussi. Ouais, j'aurais pu donner exactement la même réponse. Et c'est pour ça que je pense que j'adore te suivre parce que il n'y a pas de bullshit, tout est hyper transparent sur ton compte et ça fait du bien, c'est frais. Surtout que c'est un peu cliché de dire ça, mais malheureusement, Dubaï a une mauvaise réputation sur l'infoprenariat, où il y a beaucoup de bullshit, beaucoup de mythos, voilà. Et toi, vraiment, merci de juste dire la vérité, où en fait, je suis désolée de vous annoncer, les girls, mais on ne devient pas riche du jour au lendemain, on n'a pas le corps qu'on veut du jour au lendemain, il faut savoir être persévérant, résilient aussi, je pense que c'est... Totalement. Et le sport aide vraiment à ça, c'est pour ça que même chose, j'impose pas aux filles de faire du sport, mais quand elles me disent qu'elles ont aucune activité sportive, je leur dis juste, déjà, va juste faire 10 000 pas par jour. Ouais, c'est clair. Et en fait, ça va t'apprendre la répétition, de pas lâcher, on y va, etc., etc. Bien sûr que tu peux avoir des downs, mais je trouve que pour moi, le sport, c'est ce qui peut sauver des vies aujourd'hui. Mais au-delà de l'aspect physique, en fait, je pense que les gens prennent le sport dans le mauvais sens du terme. Les femmes, parce que moi j'ai été coach sportive à une autre époque de ma vie. J'ai vu tellement de choses, mais j'ai été coach sportive pendant 4 ans en plus, donc j'ai accompagné des femmes dans le sport et je sais exactement comment elles voient le sport, comment elles pensent quand on leur demande de faire du sport. C'est j'aime pas mon corps, donc je vais au sport. Mais aujourd'hui, si c'était ça la définition du sport, j'aurais arrêté il y a longtemps parce que mon corps me convient, j'aime mon corps et tout va bien. Mais le sport me rajoute cette dimension mentale. C'est au-delà de ça. Comme tu dis, tu marches 10 000 pas, tu es avec toi-même. Tu es concentré, tu es focus. Tu n'es pas là à scroller sur Instagram, tu n'es pas là affalé sur ton canapé à manger des chips. Tu t'imposes une discipline, une habitude saine et c'est mental limite. Tu reviens, tu es beaucoup plus motivé et tu sais que peu importe ce qui t'arrive dans ton business, dans ta vie, tu peux le surmonter, tu peux le faire. Et c'est ça la magie aussi du sport. C'est au-delà de l'aspect physique, c'est pas juste pour avoir un corps et voilà. C'est pour ça que tu vois plein de femmes aller faire des chirurgies esthétiques parce qu'elles veulent fuir le sport. Mais le sport, c'est pas que ça finalement. Et finalement, elles font la chirurgie et le médecin leur impose de faire du sport. Donc ça revient au même. Oui, parce autant faire du sport dès le début, quoi. Oui, et puis en fait, si on veut maintenir à un moment donné aussi, tu es obligé d'avoir cette discipline-là. C'est-à-dire que même si tu passes par la case de chirurgie, si tu veux garder, je sais pas, si tu as fait une abdoplastie, pour les garder, tu vas devoir faire attention à ce que tu manges et à faire du sport aussi. Enfin, tout est hyper tout est lié, quoi. Lié. Donc autant le faire dès le début. Ouais, et j'ai l'impression aussi que quand tu parles de sport, les gens tout de suite, c'est forcément que la salle. Alors nous, on va beaucoup à la salle, mais on fait pas que ça. Et j'essaye aussi de pousser les filles à faire par exemple des sports collectifs. Depuis que je joue au paddle. Ah ouais, t'aimes bien. J'aime bien. T'aimes bien le paddle ? Je suis plutôt tennis. Alors, j'aime le paddle, j'ai ma raquette, j'ai tout. Mais en fait, moi, je suis un peu une meuf qui va à contre-courant. Quand tout le monde fait quelque chose, je veux plus. Alors, au début, je faisais beaucoup de paddle. Et là, je vois tout le monde qui fait du paddle. J'ai perdu l'intérêt pour le paddle. Je suis là en mode flemme. Donc là, je fais plus de tennis que de paddle. Ouais, du coup, moi, je me suis mise au paddle. Pareil, pas pour le paddle, mais parce qu'en fait, c'est un jeu qui se joue obligatoirement à 4. À 4, donc c'est social. C'est social. Et en fait, je suis obligée de communiquer avec mon partenaire, que je le connaisse ou que je le connaisse pas d'ailleurs. Et tu vois, même là, je me suis dit, en fait, c'est pas que du sport. Ah non, clairement. Ça va m'apprendre à communiquer, ça va m'apprendre la patience, ça va m'apprendre à comprendre l'autre,
communiquer, enfin, c'est ça que j'adore en fait, dans le sport de manière générale, même quand tu es à la salle de sport et qu'il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit on peut partager la machine, Ouais, c'est clair. bah tu sais, ça va me sortir de Ta mon... zone de confort, ouais, c'est clair. Clairement, Ouais. des fois je le regarde en mode genre, je Euh, suis pas sûre, bon allez vas-y. je fais des blagues, genre. Mais vraiment, ouais, c'est un peu mon côté génial, à chaque fois je Ouais. suis genre, je sais pas trop. Mais aujourd'hui je trouve que tu es vraiment cette femme qui incarne cette patience, mais de manière générale, cette résilience à travers le sport. Mm. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, qu'on le voit pas assez, parce que comme tu dis, souvent les comptes un peu fit, au final, c'est que des comptes fit. C'est genre, je vais au sport, je mange ça, et ça s'arrête là, mais elles expliquent pas le mindset qu'il y a derrière, Ouais. qu'est-ce que ça leur procure, Ouais. qu'est-ce que ça leur fait. Et je trouve que c'est super, super intéressant. Ça fait combien de temps que tu fais du sport? Ouf, j'ai arrêté de compter. La première fois que j'ai mis les pieds dans une salle de sport, c'était quand j'habitais aux États-Unis. C'était en 2011. Et j'étais complètement intimidée, mais je faisais que du cardio, je courais un peu et j'avais pris énormément de poids quand j'étais aux États-Unis. Donc c'était ça le déclic où genre vraiment j'étais en mode mais quelle... Enfin je suis nulle, genre je me suis sentie vraiment nulle. Je voyais des femmes autour de moi qui maîtrisaient les machines. À l'époque il n'y avait pas beaucoup de femmes qui faisaient de la muscu. Hein. À l'époque en Ouais. 2011 c'était pas aussi vulgarisé comme maintenant. Et je me rappelle, j'avais un peu arrêté la salle et j'ai commencé à courir, à faire des footings comme ça. Et en 2014, j'ai vraiment commencé. Et depuis 2014, on est en 2026, ça fait 12 ans Ouais. maintenant. 12 ans. Pour répondre à ta question, donc depuis 2014, j'ai jamais, jamais, jamais arrêté. Il n'y a pas une semaine où je ne vais pas à la salle de sport, depuis 12 ans. Ouais, et du coup, C'est ouf. Hein. c'est- C'est genre, même moi, j'y crois pas. Genre, wow, 12 ans, j'ai jamais arrêté, quoi. Oui, mais parce que ton cerveau, il réfléchit même plus. Non, c'est comme manger et dormir pour moi. Exactement. Si je vais pas à la salle, c'est qu'il y a un truc qui manque dans ma journée. C'est pas possible. C'est comme si je mange pas, quoi. Enfin, Exactement. c'est Ouais, bizarre. je suis entièrement d'accord. Et tu disais que du coup, tu avais vécu un peu aux États-Unis? Oui, j'ai vécu dans 5 pays différents. J'ai grandi au Maroc, j'ai fait mes études aux États-Unis, après j'ai été à Paris, donc en France, après j'ai habité en Espagne, 4 ans, et maintenant je suis à Dubaï. Et tu continues un petit peu de voyager ou pas? Alors j'ai voyagé dans exactement 38 pays, Waouh. 39, ouais, 39 pays. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie et j'ai beaucoup voyagé, mais dans une période très courte. C'est-à-dire en 4 ans, j'ai rattrapé le temps perdu, quoi. Et c'est comme si, ben là, j'ai un peu la flemme. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu sais, c'est trop bizarre ce que je vais te dire, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent qui vont comprendre ce que je vais dire. Quand j'étais salariée, j'avais besoin de fuir ma réalité. J'avais besoin de voyager. Depuis que je suis entrepreneur à temps plein, je ne ressens plus ce besoin. C'est trop bizarre. Je ne ressens plus le besoin de voyager. Je suis là, genre, ok, tu sais quoi, j'habite dans l'année, j'habite dans 2 villes, mes 2 villes préférées au monde. J'habite à Dubaï et à Marbella. Je fais 6 mois à Dubaï, 6 mois à Marbella. Que veut le peuple? J'ai même plus besoin de fuir ma réalité. J'aime tellement vivre à Marbella et à Dubaï. J'ai vu déjà 38 pays, 39 pays. Ok, je vais aller encore dans un autre pays. Ouais, c'est clair. Bien sûr, je continue à voyager. J'ai été en Colombie il y a 2 ans quand même. Attends, c'était quoi le dernier voyage que j'ai fait? L'Égypte. Je pense que c'était le dernier voyage, l'Égypte. Je sais plus. Enfin bref, voilà, quand j'ai une envie, quand je suis curieuse de découvrir un pays, j'y vais. Mais c'est plus comme avant. Avant, c'était vraiment 3 voyages par an, un voyage, je sais pas quoi, c'était genre chronométré. Je savais que je devais faire 2 voyages, 3 voyages par an. Alors que maintenant, si je voyage pas, c'est pas grave. Ah oui, j'étais en Arabie Saoudite il y a 2 mois. Donc voilà, c'était ça le dernier voyage. Mais ouais, c'est vraiment au feeling. Je fais en fonction de mes envies. Et je calcule plus rien. Mais c'est assez dingue parce que je pense que l'image que tu as utilisée, que quand tu étais salarié, en fait, tu comptais finalement les voyages que tu voulais faire comme tu comptais un peu les jours pour fuir en fait ton métier, et que le jour où tu trouves vraiment quelque chose qui fait sens pour toi, t'as plus besoin de fuir. Non. Et c'est vrai que du coup moi c'est ce que je dis quand je voyage.
Je voyage vraiment parce que la culture, le pays m'intéresse. Et je voyage jamais, tu sais, genre 1 semaine ou 2 semaines. Quand je pars au moins un mois. Exact. Tu vois, comme ça, je peux vraiment m'imprégner de l'endroit Ouais. et je suis pas speed, je suis pas stress. C'est juste que j'adore découvrir des différentes cultures, Culture. gastronomie. Je pense qu'il y a des choses à voir dans sa vie quand même une fois. Bien sûr. Je suis très, très bucket list team. Mais du coup, est-ce que, parce que je pense que les gens le savaient pas forcément, moi je le savais, mais comment tu as réussi à quitter le salariat? Comme les réseaux sociaux, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tout prend du temps chez moi, tu sais. Après, moi, je suis de la génération 90. Ouais, On a grandi sans Internet. Enfin, voilà, tout prend du temps avec notre génération. Je ne sais pas quel âge tu as, mais voilà. Moi, je suis un peu le cul entre deux chaises, hein. Celle qui veut suivre un peu les tendances, les réseaux, la technologie, Internet, et celle qui a grandi un peu comme ses parents, quoi. Et forcément, c'est un peu compliqué parce qu'on t'éduque pour un monde qui n'existe plus. Et tu te sens un peu paumé par moment dans ta vie d'adulte parce que même côté relations amoureuses, tout est paumé parce que ton éducation n'est plus adaptée au monde actuel. Donc forcément, pour répondre à ta question, d'ailleurs, c'était quoi ta question? déjà, ma question, c'est que du coup, tu es de 90. Ouais, c'est ça. Ouais, il me semblait. Et ma question, c'est du coup, comment tu as réussi Quitter à... le salariat. Ouais. Au final, en fait, je vais te raconter, je vais essayer de résumer 12 ans de process. Donc j'ai eu un diplôme d'ingénieur, puis j'ai fait un master à l'ESSEC à Paris. Et pour moi, c'était 7 ans d'études, 5 ans et 2 ans, donc 7 ans d'études supérieures. Pour moi, c'était le Graal. C'était en mode, vas-y, je vais sortir, je vais avoir les meilleurs diplômes du monde, je vais avoir le meilleur CDI. Tu sais, on t'éduque un peu en mode CDI, c'est vraiment le top du top, c'est le jackpot à l'époque. Et là, je me rends compte que le CDI, c'était pas du tout mon rêve. Bosser pour quelqu'un, c'était pas du tout mon rêve. Donc après l'ESSEC, je voyais tous ces camarades de classe qui se battaient pour avoir un poste en boîte de conseil. C'était leur mode, mais moi ça me fait pas rêver ça, genre vous parlez de quoi? Enfin, j'étais toujours un peu, comme je t'ai dit, à contre-courant, et j'étais un peu le vilain petit canard qui comprenait rien à ce que les autres voulaient, parce que moi c'est pas ce que je voulais. Et forcément, après l'ESSEC, j'ai décidé, je me suis dit, ok, là maintenant, je n'ai pas encore touché un salaire, je ne me suis pas encore habituée à cette zone de confort, de toucher un salaire à la fin du mois, etc. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer ma boîte. Donc ça, c'était ma première boîte. Juste après l'ESSEC, j'avais 23-24 ans et j'ai lancé une marque e-commerce. Donc à l'époque, encore une fois, je parle de 2014. 2014, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça. Instagram venait de commencer. Ouais. Donc voilà, c'était pas comme maintenant. Et je fais le pari de lancer une marque. Et ça a duré 2 ans et demi. Et ça, c'était ma première expérience entrepreneuriale que j'ai dû arrêter parce que j'ai divorcé, que mon ex-mari était associé avec moi. Enfin bref, Oh, wow. ça, c'est une autre histoire. C'est un autre podcast, un autre épisode de podcast. Et forcément, après ça, j'ai dû retrouver un CDI parce que je devais prendre le temps aussi de retrouver une autre idée qui m'animait, que je pouvais faire seule, etc. Et au final, en fait, à partir de cet instant, donc 2016, pardon, j'ai commencé mon CDI et en parallèle, je lançais des boîtes. Donc, toujours en parallèle. Et à chaque fois que je lançais une boîte, ça me générait de vrais revenus. Bien sûr, je bossais 16 heures par jour, mais ça me générait voire mon salaire. Donc, je doublais mon salaire grâce à mes business. Mais je n'avais jamais ce courage de quitter vraiment le salariat parce que, je n'avais pas confiance en moi. J'avais le syndrome de l'imposteur en mode non, mais je peux pas, je suis trop nulle, machin truc, parce que t'es matrixé, forcément. Et deuxième chose, c'est que je n'étais pas totalement alignée avec mes projets. C'est-à-dire tous les projets que je faisais, c'était un peu du side hustle. Je le faisais pas trop sérieusement. C'était un peu comme argent de poche, quoi. Ouais, vas-y, j'étais coach sportif, par exemple, je coachais mes clientes, je faisais 2-3 clientes par jour. J'étais payée, 30-40 euros la séance. Enfin, c'était pas un business, je me voyais pas faire ça toute ma vie non plus. J'étais là, mais je trade mon temps contre de l'argent, c'est pas trop ce que je veux faire. Donc, flemme. Et en fait, je n'étais pas alignée avec le business model ou avec le business que je créais. Donc, ça m'empêchait à chaque fois de quitter le salariat. Et là, bam, Covid, 2020. Et en fait, je pense que
plein de gens ont remis leur vie en question et j'en faisais partie. J'ai remis toute ma vie en question. J'ai remis en question aussi le fait d'habiter à Paris, parce que j'habitais à Paris. Et je me suis dit, mais c'est pas du tout une ville pour moi, adaptée à mes ambitions, adaptée à ce que j'ai envie. Moi, je suis une fille du soleil, de la plage. Je veux vraiment kiffer, je veux vivre en vacances toute l'année, quoi. Et donc, j'ai quitté mon CDI en 2020. J'ai quitté Paris en 2020. J'ai tout laissé, toutes mes affaires de genre 10 ans de vie, j'ai tout laissé et j'ai pris 2 valises et je suis allée m'installer à Barcelone, en Espagne. Et c'est là où tout a commencé. J'ai fait le pari de lancer une agence marketing parce que j'ai vu un vrai besoin là-bas. Tout était un peu... Enfin, c'était un bordel. Tu sais, les Espagnols sont un peu à l'arrache et tout. Enfin, voilà. Et j'ai essayé un peu de m'imposer en mode petite parisienne qui vit avec ses règles, ses trucs. Et ça a bien marché parce que je faisais vraiment du bon boulot. Je parlais même pas espagnol pour te dire. J'allais prospecter des clients en anglais. Alors, ils me comprenaient pas. Enfin bref, c'était un bordel. Mais j'avais cette audace, cette niaque, cette rage en fait d'atteindre mes objectifs. Et c'est ça aussi qui m'a sauvée parce que je me suis dit, là, j'ai plus aucune autre option. Je n'ai plus de CDI, je n'ai plus rien. Donc, je sais que là, c'est ma dernière chance de pouvoir créer la vie dont j'ai rêvé. Et j'avais aussi détecté, d'ailleurs, en 2021, j'étais venue à Dubaï en vacances et j'avais vu un business ici que j'ai dupliqué à ma sauce en Espagne. Et pareil, ça a grave pris. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et après, du coup, forcément, 2023, j'ai eu un DM d'une fille sur Insta. Elle m'a dit, écoute, voilà, je galère avec mon business, je vois que voilà, tu cartonnes avec tes business, machin, est-ce que tu peux m'aider? Et c'est comme ça que j'ai lancé mon accompagnement. J'ai juste découvert une passion pour l'enseignement, transmettre, coacher. J'adore ça et je kiffe aider les autres femmes à atteindre leurs objectifs parce que moi, à l'époque, quand je galérais avec ma vie, quand je demandais de l'aide, tout le monde me regardait en mode « vas-y, tu me fais perdre mon temps, vas-y, laisse-moi tranquille » parce qu'il n'y avait pas ce côté mentorship, coaching, etc. Et j'étais seule un peu, je baignais dans l'entrepreneuriat toute seule, mon entourage n'était pas entrepreneur. Et en fait, tout faisait sens. C'est comme si toute ma vie, j'ai réussi à comprendre tout ce qui m'est arrivé pendant des années, que ce soit mes divorces, les échecs business, le salariat, le fait de lancer plusieurs business de tout type. Je me suis dit, mais en fait, tout ça, je l'ai vécu pour pouvoir lancer le programme de coaching Lady Boss Booster. C'est grâce à toutes ces expériences que là, aujourd'hui, je m'épanouis dans mon business et je sais que je suis faite pour ça et que c'est ma mission de vie tous les jours. C'est un énorme parcours. C'est assez... Et du coup, c'est vraiment ta vie à Barcelone qui a déclenché... C'est l'audace de quitter une zone de confort, je dirais ça comme ça. Ouais, c'est marrant parce que du coup, moi, le Covid, c'est ce qui m'a... Le Covid, c'est ce qui m'a poussée à partir faire le tour du monde. Je pense que le Covid a chamboulé plusieurs vies. Ouais, je pense. Merci le Covid. Clairement, il faut lui dire merci. De toute façon, rien n'arrive par hasard. Mais moi, j'ai kiffé. Dans la vie. Après, encore une fois, c'était une période très difficile parce qu'il y avait plein de gens qui perdaient des proches, etc. Mais le Covid, c'est-à-dire que là aujourd'hui toi et moi on est en bonne santé, moi je le vois comme un vrai truc positif. Ça a un peu remis les compteurs à zéro. Clairement. Et ça a un peu réveillé, on va dire, des êtres humains qui étaient un peu endormis dans une routine. Et forcément, mais il fallait avoir l'intelligence, je pense, émotionnelle et l'intelligence tout court de voir le Covid de cette manière. Et pas de se victimiser, parce qu'il y a plein de gens qui se sont victimisés à cette époque. Ouais, puis en plus, on est toutes les deux de base en France. Ouais. Et du coup, sortir de la masse émotionnelle de ça, ça a été hyper dur, je pense, pour tout le monde. Mais du coup, on a chacune choisi une voie différente. Moi, je suis vraiment décidée de partir loin et longtemps. Et du coup, aujourd'hui, donc, tu disais que tu avais accompagné 650 femmes. Oui. Est-ce que tu as la vision pour ton programme? Comment tu te vois faire les choses? Est-ce que tu aimes bien finalement, comme tu disais, être à Dubaï, faire tes projets, etc. Ou est-ce que tu aimerais, par exemple, créer des gros événements d'envergure, faire des speeches? Je te dis ça parce que je te vois bien faire ça. Totalement, mais j'en fais déjà. Depuis le début de Lady Boss Booster, j'ai organisé plusieurs masterminds physiques. J'en ai organisé 6.
Le dernier a rassemblé plus de 150 femmes. Donc là, cette année, ça va être l'année, je pense que l'année 2025, donc l'année dernière, je n'ai pas organisé beaucoup d'événements physiques parce que c'était aussi l'année où je devais structurer pas mal mon business en ligne et je devais aussi tester des choses. Tu sais, dans un parcours entrepreneurial, c'est des phases. Tu as une phase où tout est carré, tout est machin, tu es un peu dans une zone de confort dans ton business et tu as des années où un peu tu chamboules ton business. Et moi, l'année 2025, j'ai vraiment fait exprès de tester, pivoter, changer des choses. Et c'était vraiment l'année du test, mais vraiment à 1000%. Et ce qui m'a énormément drainée, émotionnellement, physiquement, mentalement. Mais là, cette année 2026, limite, grâce à ça, j'ai la vision hyper claire sur genre 2026-2027. J'ai une vision très claire. Ça va être 2-3 choses, pas plus. Je vais arrêter de me disperser. Je vais arrêter de tester 15 000 offres, 15 000 trucs. D'ailleurs, c'est ce que je conseille aussi à mes clientes. Et je sais que cette année 2026, ça va être événement, effectivement, mastermind, retraite, j'ai plein d'idées. Ça va être développement aussi d'un autre projet. Donc là, je suis en plein dedans. Donc, je développe un SaaS pour les infopreneurs. Donc, forcément, j'ai testé plein de choses. Je sais exactement la douleur de l'infopreneur. C'est quoi? Je sais exactement où aller chercher la solution. Et donc, j'ai la solution. Et c'est ce que je suis en train de développer. Et moi, comme je t'ai dit, je suis ingénieure de base. Ouais. Donc, la technique, c'est un peu c'est même pas une passion, mais j'en joue parce que je maîtrise. Donc forcément, c'est aussi un competitive advantage, comme on dit. C'est un avantage aussi dans mon business de savoir que j'ai quelque chose en plus que les autres infopreneurs. C'est ma manière d'analyser, de comprendre le business côté technique. Donc ça, forcément, je lance un truc comme ça. Et troisième chose, c'est clairement inspirer, enseigner, transmettre à un maximum de femmes et les intégrer dans mon accompagnement. Et ça, l'année commence fort parce qu'en janvier, là, on est quel jour? Je ne sais plus, on est le 13 janvier. Il y a déjà 40 femmes qui ont décidé de rejoindre la semaine dernière Lady Boss Booster. Donc 650 plus 40, donc ça fait 690. C'est exceptionnel. Et du coup, je pense que ça va faire que grandir, parce que je pense qu'on en a besoin. Puis en fait, il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs. Ouais. Et du coup, par définition, elles ont aussi besoin de se faire accompagner. Enfin, moi, je me fais accompagner. Je ne sais pas si toi, tu te fais accompagner. Mais... Totalement. C'est ce que je dis à mes clientes. À chaque niveau de votre parcours entrepreneurial, vous avez besoin d'un mentor, vous avez besoin de quelqu'un qui sait plus que vous ou qui est passé par ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui et qui a les résultats et les objectifs que vous souhaitez atteindre. Et donc, à chaque niveau, moi, par exemple, aujourd'hui, je vais chercher quelqu'un qui fait peut-être 1 million par mois dans son business parce qu'aujourd'hui, je fais 100K dans mon business. Donc, vas-y, va chercher celui qui a fait 1 million. Mais celle qui fait 0, ne va pas aller chercher un mentor qui fait 1 million. Elle va chercher un mentor qui va lui apprendre à faire 10K, 20K, 30K par mois. C'est chaque étape, chaque niveau dans ton parcours entrepreneurial nécessite un accompagnement. Et quand tu comprends ça, c'est là où toutes les opportunités s'ouvrent à toi et viennent à toi. Et souvent, les gens, et c'est ce que je dis, mentalité de salarié versus mentalité d'entrepreneur, mentalité de salarié vont voir les arnaques partout, vont croire qu'elles savent tout, qu'elles connaissent tout, alors qu'un entrepreneur va toujours se remettre en question et va rester dans un apprentissage continu. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Clairement. Moi, je dis tout le temps aux filles, le savoir, c'est le pouvoir. Tant que vous allez continuer à vous former, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à juste monter. Exact. Et après, du coup, il y a un autre sujet, un peu plus perso, mais je sais que ça intéresse beaucoup les femmes. Justement, c'est une fois que tu atteins tes objectifs, que tu vis ta passion, que tu vis là où tu as envie de vivre, que tu as ton équilibre avec le sport, et je sais aussi que tu es en couple. Comment tu arrives à gérer tout ça? Parce que je sais que ça fait très peur aux femmes, des fois, de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'elles se disent « Ah, mais j'aurais plus de vie à côté », tu vois? Alors, plein de choses à dire. Déjà, il faut savoir vivre un déséquilibre au début. Bien évidemment, dans chaque début de quelque chose de grand, il y a un déséquilibre. Il ne faut pas penser, encore une fois, comme tu as dit au début, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Je ne suis pas là pour dire l'entrepreneuriat, c'est facile, c'est simple, l'argent va tomber du ciel. Ce n'est pas du tout ça, parce que sinon tout le monde serait entrepreneur, ce qui n'est pas le cas. Ou même les entrepreneurs, ce n'est pas tous les entrepreneurs qui gagnent bien leur vie et qui sont libres, quoi. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont prisonniers de leur propre business. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc moi, en fait, c'est pourquoi déjà j'ai fait le choix d'accompagner que des femmes. C'est parce que je comprends aussi leurs désirs, leurs objectifs,
objectifs, leurs envies. Une femme n'a pas envie de charbonner comme un bonhomme, n'a pas envie de bosser 16 heures par jour, même si par moments ça m'arrive dans des périodes de lancement, ce qui est totalement normal. Mais on n'a pas envie de vivre la vie d'un homme. Et c'est pour ça aussi que je pense, c'est pas que je pense, je suis convaincue qu'une femme n'est pas censée être salariée. Au contraire, elle est censée être entrepreneur. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneuriat, certes au début il y a un déséquilibre, il faut charbonner, il faut bosser, etc. Parce que le début c'est toujours un peu compliqué. Mais après, la liberté que tu as de choisir tes horaires, de te réveiller quand tu veux. Moi aujourd'hui je mets plus de réveil. Ça fait des mois que je n'ai plus de réveil. Et ça pour moi c'est un luxe. Choisir de passer du temps avec tes enfants, choisir de vivre ton congé maternité, c'est même pas un congé, ça doit même pas être un congé, juste choisir de vivre ta maternité comme tu le veux, toi, d'être présente pour tes gosses, pour l'éducation de tes enfants. Comment tu veux avoir cet équilibre quand tu es salarié ? Tu ne peux pas. Dès que tu prends un congé maladie, on te juge. On te menace de te virer. C'est pas possible. C'est pas possible. Et au-delà de ça, au-delà de l'aspect indépendance financière, géographique et temporelle, même toi, quand tu n'es pas aligné avec ce que tu fais, comment tu veux t'épanouir en tant que femme ? Comment tu veux être connectée à ton identité en tant que femme ? Tu te réveilles tous les matins, la boule au ventre, parce que tu fais un boulot que tu n'aimes pas, tu te tapes un boss toxique qui te juge, ou même des collègues qui te jugent sur ta manière de parler, ou ta manière d'être, ou ta manière de t'habiller. Comment tu veux être une femme épanouie ? Moi, quand j'étais salariée, j'ai perdu mon identité. Et une femme, quand elle perd son identité, elle se perd tout simplement, en tant qu'être humain. C'est pas possible. Donc forcément, moi, l'entrepreneuriat, au-delà de l'aspect financier, parce que limite dans mes offres ou quand je parle de mon programme, je ne mets même pas une promesse financière. Parce que pour moi, c'est vraiment, ça doit être la dernière de tes motivations si tu veux devenir entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, quand tu le fais en étant animé, aligné, dans tous les cas, les finances vont suivre. C'est clair. Et c'est ça, les gens ne comprennent pas ça. Les gens font tout le temps quelque chose pour l'argent, pour l'argent, pour l'argent. Bah, l'argent va fuir. Plus tu chasses quelque chose, plus cette chose va fuir et tu ne vas pas l'attirer. Alors que si tu es aligné, pour moi, l'alignement, c'est la clé. Quand tu sais que tu es en phase avec ce que tu fais, que tu aimes ce que tu fais, sky is the limit. Ouais, c'est exactement ce que je dis à mes élèves. C'est assez dingue parce que j'ai exactement pour les mêmes raisons choisi d'accompagner que des femmes. Ouais. Et au début, ça m'a un peu coûté dans mon business parce que comme j'étais dans le voyage, j'avais quand même pas mal d'hommes qui me suivaient aussi. Dans mes podcasts, je m'adresse que aux femmes maintenant. Donc, tu sais, je perds des hommes de plus en plus. Wow. Mais on s'en fout. Ouais, en fait, je me dis, je gagne des femmes qui sont beaucoup plus alignées à moi aussi. Et je trouve que c'est vraiment, tu crées une vraie relation de confiance. Ouais, avec les femmes. Tu vois, dans le groupe Discord où on est, il n'y a que des femmes et du coup, on ne parle pas que de travel planning. Tu vois, on va parler de quand on a une qui a ses règles, quand on a une qui a un enfant malade, justement, ou ce genre de choses. Et je trouve que c'est hyper important pourquoi on fait les choses. Et souvent, les gens oublient pourquoi ils font les choses globalement dans leur vie. Pourquoi est-ce qu'on fait des enfants ? Pourquoi est-ce qu'on voyage ? Pourquoi est-ce qu'on a un job ? Pourquoi on veut se marier ou pas ? Enfin, tu vois. Et c'est ça que j'essaie de remettre au cœur à chaque fois de mes programmes. Et c'est ça que j'adore parce que avec des femmes comme nous, finalement, on vend un programme comme le tien, que tu fais très bien, où tu propulses les femmes et tu les aides à scaler. Mais je sais que dans ton programme, c'est pas que ça. Non, pas du tout. Et c'est ça que je trouve génial, en fait. C'est que tu vends... Enfin, je transforme des femmes, je transforme des identités, je transforme des vies. Genre, honnêtement, je pense que si je faisais ça que pour enseigner des stratégies, d'enseigner le marketing, la vente, bien évidemment, ça fait partie du programme et encore heureux. Je pense que je ne kifferais pas autant ce que je fais. Alors aujourd'hui, ce qui me fait kiffer, c'est de voir une Angélica rentrer dans mon programme, douteuse, peu confiante, voilà, elle est là, elle ne sait pas trop quelle idée lancer, etc. Et qu'après quelques mois, Angélica est confiante, et elle anime des ateliers et elle adore ce qu'elle fait, elle se montre sur les réseaux alors qu'avant, elle ne voulait même pas se montrer parce qu'elle se trouvait nulle ou quoi. C'est ça que j'aime, moi, c'est cette transformation en tant que femme où tu peux t'affirmer enfin, tu peux t'imposer et tu peux avoir confiance en toi. Et je pense que c'est vraiment l'essence de mon programme, c'est aider les femmes à devenir puissantes, en fait. Ouais, c'est exactement ça.
puissantes et, je dis souvent, moi, souveraines. Genre Ouais. vraiment qu'elles arrivent à leader leur vie et à rester alignées. Ouais. Parce qu'on sait que, voilà, après, des fois, quand on a des relations de couple, souvent, c'est là qu'on va se perdre ou qu'on va s'éteindre, etc. Mm. Et c'est important aussi de leur expliquer que, bah non, en fait, Mm. genre, on peut exister par nous-mêmes. Et du coup, toi, dans quelques années, tu as déjà une vision de comment tu aimerais être en tant que femme, je parle. J'ai appris à ne pas trop planifier ma vie, Hmm, bizarrement. Tu sais, la vie m'a montré que tu as beau planifier, hmm, tu sais, parfois tu as des choses qui peuvent arriver. Moi, quand j'avais 25 ans, j'ai imaginé mes 35 ans mariée avec des enfants, pas forcément entrepreneur, parce que la mentalité que j'avais à 25 ans n'est pas la mentalité hmm. que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je me vois plus maman, ou peut-être oui, peut-être non, j'en sais rien. Les femmes, enfin mes copines ou ma famille me demandent de congeler mes ovocytes. Je suis là en mode, ben non, en fait, je fais confiance à mon destin, je fais confiance Ouais, à Dieu. Si mon destin, c'est d'avoir des gosses, ben, je les aurai même à 45 ans. Si c'est pas mon destin, pourquoi aller à l'encontre de ça? Et voilà, et c'est ok. En fait, j'ai appris, je pense, à accepter, peu importe ce que je suis croyante, je pense que ça aide aussi, ce que Dieu me réserve, j'ai appris à l'accepter. hmm, Si Dieu me réserve de rester célibataire sans enfant, c'est ok. Si Dieu me réserve d'être en couple mais sans enfant, c'est ok aussi. Mais ce que je sais et ce que je peux contrôler, c'est bah, le boulot, quoi. Parce hmm. que forcément, quand tu fais des efforts, quand tu bosses, quand tu sais ce que tu veux, bah, tu peux avoir des résultats. Mais tous les autres aspects, j'ai lâché prise. Et c'est ça qui, je pense, c'est ça ma force aujourd'hui. Et je pense, c'est le conseil que je donne à toutes les femmes du monde, c'est de savoir lâcher prise sur les choses que tu ne peux pas contrôler Hmm. et te concentrer et te focaliser sur les choses que tu peux contrôler. Et c'est la loi Pareto un peu, c'est du 80-20, parce que si tu essaies de te concentrer sur tous les aspects, Hmm. charge mentale, tu finis burn-out et voilà. Et finalement, tu kiffes même pas ta vie. Mais si tu apprends à lâcher prise, et moi aujourd'hui je lâche complètement prise sur ma vie perso, entre guillemets, je sais pas de quoi demain est fait. Peut-être demain je vais tomber malade, peut-être demain je vais, je sais pas, me marier, avoir des enfants, peut-être demain je vais même pas avoir des enfants parce que je suis stérile. Hmm. C'est ok. Mais qu'est-ce qui rend l'être humain malheureux? Ce sont les attentes. Ouais, Et quand tu as des attentes, bah forcément tu es déçu. Et moi, je veux plus avoir d'attentes. ouais. Je vis et voilà, et on verra. Et tant que je vis, bah, je suis bien et je vis au jour le jour. Je me focalise sur le moment présent parce que c'est le seul moment certain dans nos vies. On n'est même pas sûr demain qu'on sera vivant et hier, bah, on peut plus le contrôler. C'est Ouais. trop tard. Donc, à quoi bon se lamenter sur son sort? Voilà. Mais ça, c'est un super bon conseil parce que je trouve qu'on n'en entend pas trop parler non plus. Mm. Finalement, quand on a une image un peu bah, business, etc., les gens pensent qu'on est au taquet tout le temps, que tout est contrôlé, que tout est planifié, etc., etc. Sur des lancements, on est un peu plus organisé, je dirais. Ouais. Mais tu sais, moi, je dis un truc qui est très vrai, c'est que même les gens que tu vois sur les réseaux et tu penses qu'ils savent tout et qu'ils connaissent tout, même eux, ils sont en train de tester des Ouais, choses et ils sont même pas sûrs d'eux-mêmes. En fait, un être humain, pour moi, nous, êtres humains, on est tous les mêmes. On se cherche. Et la vie, c'est un processus de recherche de soi et de ouais, connexion à soi. Et donc, forcément, quand tu perds ça, bah, tu meurs un peu. Donc, exactement. pourquoi essayer de se brider et de se dire, non, je sais tout, je connais tout, je contrôle tout? C'est dommage, quoi. Donc, essaie de t'aventurer dans la vie et advienne que pourra, quoi. Ouais, j'ai une amie qui m'avait dit, dans une période de down, elle m'avait dit, mais tu sais, la vie, elle existe pour l'expérimenter. Exactement. Et du coup, il faut vivre d'expérience. Et ça, tu peux le faire que quand tu lâches prise et que tu deviens un peu une yes girl, un peu pour tout. Bon, faut savoir dire non et poser des limites, on le sait, surtout dans le business. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est que il y a le côté. Alors, moi, pour le coup, je suis pas croyante, mais je parle souvent de l'univers. Ok. Donc, je crois fort en l'univers. Pareil, pas d'attente parce que pas de déception. Mm. Euh, Par contre, est-ce que tu penses que avoir plus d'options dans la vie, c'est un luxe? Et est-ce que du coup, tu te crées des options? C'est ça. Je pense que c'est exactement ça qui m'a permis de lâcher prise. Mm. Ça aide énormément de savoir que bah, tu as des options et que tu n'es pas emprisonné dans une case qu'on t'a imposée
par sécurité, et c'est une sécurité un peu imaginaire, parce que c'est pas vraiment une sécurité, hein, quand tu es en CDI ou quoi. Pour moi, c'est vraiment la pire des sécurités, parce que ton boss peut te virer du jour au lendemain, tu as zéro autre option, quoi. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, être entrepreneur te permet d'avoir des options, te permet d'être libre, de choisir où tu vas, quand tu veux aller et avec qui tu veux aller surtout. Alors que souvent, par exemple, quand tu as une seule option, bah, tu te contentes de ce qu'on te donne, des miettes qu'on te donne, que ce soit dans des relations, que ce soit dans ton taf, que ce soit... Parce que tu n'as pas une autre option, tu n'as pas un plan B finalement. Et même, je pense que ça impacte énormément les femmes quand elles choisissent l'homme avec qui elles veulent être. Souvent, les femmes, elles cherchent un homme qui va les sauver, qui va un peu les aider à avoir la vie qu'elles veulent, parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas capables de l'avoir, cette vie. Et moi, j'étais cette femme. Quand je me suis mariée très jeune, j'étais cette femme. Je croyais que je n'étais pas capable de m'offrir ce que je m'offre aujourd'hui. J'étais là en mode, mais si je rencontre pas un homme qui va me mettre en sécurité, et qui va provide, et qui va ci, qui va ça, et ben forcément, je peux pas le faire pour moi-même. Ouais. Mais du coup, tu choisis un homme, tu choisis la mauvaise personne pour les mauvaises raisons. Alors qu'aujourd'hui, si moi je me mets avec quelqu'un, c'est pas parce que j'ai besoin de lui, c'est parce que j'ai envie d'être avec lui. Et je pense que ça déjà, c'est un luxe. C'est un luxe parce que t'as même plus peur que ce mec te quitte ou te trompe ou quoi, parce que tu sais que limite, c'est lui le perdant. Parce que t'es là, t'es en mode... tu vis sans lui, tu peux vivre sans lui, t'es juste là, tu lui apportes du bonheur, il t'apporte du bonheur, et limite, votre vie, en fait, vous complétez, et votre vie devient meilleure, au lieu qu'elle devienne pire, parce que t'es obligé de rester avec le gars, parce que il paye le loyer, ou il paye ci, ou il paye ça, quoi. Alors, bien évidemment, on veut toutes des providers, parce que c'est classe, parce que c'est gentleman, parce que c'est ça. Mais ça ne doit pas être ton seul critère pour choisir un homme. Tu dois déjà provide pour toi-même. Et après, lui, il t'apporte un plus, il veut t'apporter un plus. Mais tu n'es pas dans le besoin, quoi. Ouais, faut que ça soit toujours un plus, moi je dis souvent. Exactement. Toujours. Ouais, toujours. Que ça t'apporte une touch en plus. Exact, une plus-value. Ouais. Si on parle investissement. On voit qu'on est investi. C'est un investissement, quoi. Tout est clairement. investissement dans ma vie, tu sais. Ah bah moi aussi, hein, et les filles le savent. Et ça fait combien de temps que t'es avec ton homme ? 3 ans. Ok. Parce que du coup... J'en parle pas, hein, j'en parle jamais d'ailleurs. Ouais, les gens pensent trop que je suis célibataire. On va pas en parler, mais comme je sais que j'ai beaucoup de femmes de mon âge qui me suivent, tout à l'heure tu disais que tu savais pas quel âge j'avais. Non. Tu sais que t'arrives à me donner un âge ? Mon âge ? Hein ? Mon âge ? Un petit peu moins, ouais. Je suis sur mes 34 dans 34, 2 mois. Ouais. Et moi, par contre, pour le coup, c'est pas que je galère, parce qu'en vrai, je ne cherche pas, j'ai pas le temps de chercher, mais tous les mecs que je rencontre, c'est... Ouais. C'est un autre sujet. Hein. Ouais, mais bon, du coup, tu vois, on connaît pas trop ton histoire personnelle, mais le fait que tu me dises ça... Ça te rassure ? En vrai, ça me rassure, parce que je me dis, ah, purée, elle a rencontré un homme qui accepte que sa femme soit soit successful, qu'elle le considère comme un plus et pas comme un sauveur, etc. Mais j'ai l'impression qu'il en existe plus aujourd'hui. Effectivement, c'est rare, c'est très difficile. Ouais. Les hommes aujourd'hui cherchent beaucoup la soumission des femmes parce ils ont peur en fait des femmes qui s'imposent, qui sont dans leur énergie masculine, ce que je peux comprendre, parce qu'ils veulent pas gérer le stress d'une autre femme. D'ailleurs, mon mec, parfois, il me le dit aussi. Hein, il me dit, effectivement, autant j'admire ta capacité à aller au bout de tes rêves, au bout de tes objectifs, autant parfois ça me stresse de te voir stresser. Ce que je peux comprendre, tu vois. Mais en fait, je comprends un peu les deux côtés. Je comprends le côté des hommes qui ont peur des femmes fortes et les femmes fortes, les femmes tout court qui ne veulent pas dépendre d'un homme à 100% parce qu'elles n'ont pas confiance. Aujourd'hui, les hommes, voilà, on entend des histoires qui nous font peur et on a tous été traumatisés par un homme dans notre vie. Donc je pense que c'est aussi ça, on est en survie de devoir créer la vie qu'on veut pour nous-mêmes sans dépendre d'un homme parce qu'on a trop peur. C'est vraiment cette peur de dépendre de quelqu'un. Et donc forcément, ça crée un peu cette friction. Les hommes se plaignent des femmes, les femmes se plaignent des hommes. Et je pense, moi, que ce que je dis à mes copines, il faut arrêter de penser que des hommes bien n'existent pas. En revanche, oui, ils sont rares, mais il suffit d'un.
Il suffit d'un seul homme. Il suffit que tu rencontres une seule personne pour que ta vie change. Et c'est un peu comme le business. Il suffit d'un business, il suffit d'un reel qui devient viral, il suffit d'un business qui cartonne, il suffit de rencontrer un homme. Et donc, pour rencontrer cet homme qui te convient, forcément, il faut faire du volume. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire, mais il faut garder espoir. Quoi. Et puis, il faut en rencontrer pour savoir aussi, pour savoir ce que... Et pareil dans le business. En fait, tant que tu lances pas un business, tant que tu vas pas en date, tant que tu pars pas en voyage, tu sais pas ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Exactement. Et ça, souvent, les femmes, elles en ont pas conscience aussi. Elles se mettent dans une zone de confort en se disant « Oh, ça va ». Et en fait, elles oublient ce qu'elles aiment pas ou ce qu'elles ne veulent plus, tu vois. Et je pense, au-delà de ça, si je dois rajouter un conseil amoureux, au-delà de ça, je pense que nous, les femmes, et j'ai parlé de ça à une copine hier, je me suis rendu compte d'une chose que je faisais avant quand j'étais célibataire et que j'allais en date. C'est, tu sais, on a tout un peu un manque de confiance en nous. Et on a toute envie de prouver qu'on est un peu genre la meilleure, le truc, le machin, on a fait des choses, etc. Et en fait, quand tu es en date avec un homme et que tu pousses et que tu mets en avant ce que tu as fait dans ta vie, ton business, combien tu génères, et l'homme s'en fout. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. Parce en fait, on se dit, on va lui dire ça, on va l'impressionner, il va tomber amoureux de nous. Mais en fait, non, il ne va pas tomber amoureux de toi parce que tu fais des choses dans ta vie. Il s'en fout. Lui, il va tomber amoureux de ce que tu vas lui apporter en tant que femme. Et un homme, qu'est-ce qu'il cherche chez une femme? Ce qu'il n'a pas. La douceur, la tendresse, la présence émotionnelle, l'intelligence émotionnelle. La paix. Et la paix. Exactement. Et tu sais, moi, genre à 30 ans, maintenant, je comprends les hommes. À 25 ans, je ne comprenais pas. J'étais en mode, les hommes, c'est des teubés, je les déteste. Maintenant, je les comprends. Et je pense que c'est aussi pour ça que ma relation fonctionne, parce que je me mets aussi à la place de mon mec et j'arrête de le blâmer parce qu'on n'est pas pareil. Femme et homme, on n'est pas pareil et on ne s'apporte pas la même chose. Et tant que les femmes ne comprennent pas ça, et forcément, il y a une frisson. Et tant que les hommes ne comprennent pas ça non plus. Parce qu'il y a des hommes aussi qui vont agir avec leur énergie féminine. Tu ne me rassures pas assez, les reproches, les machins. Une femme n'a pas besoin de ça. La femme, elle a besoin de voir un homme solide. Elle a besoin de compter sur toi pour des choses qu'elle ne peut pas potentiellement... c'est même pas qu'elle ne peut pas s'apporter elle-même, mais juste, elle doute d'elle dans ces aspects-là. Tu vois, ce qui est totalement normal parce biologiquement, on n'est pas pareil. J'allais dire le côté sécurité. Je pense émotionnel, que la femme, physique, financier. Même si elle gagne son argent, même si tout ça, elle va chercher la sécurité. Parce que c'est comme ça qu'on a été éduqués, mais aussi, je pense, biologiquement, les femmes sont attirées par des choses différentes et les hommes aussi. Et je pense que tant qu'on ne comprend pas ça, il y aura toujours des frictions comme ça. Et deuxième chose, c'est que souvent, quand on cherche un mec, on va chercher des critères anodins et qui ne vont pas durer dans le temps. C'est clair. Des fois, j'avais des copines, elles me sortent des critères standards. Je suis là, genre, on est vraiment sûr que c'est un standard, ça? C'est bien d'avoir des standards. Moi, j'avais des standards hyper élevés. Mais mes standards étaient logiques. C'était des standards que je voulais parce que je savais que c'est à cause de ça ou grâce à ça que la relation va durer. Ou à cause de ça, la relation ne va pas durer. Donc forcément, je savais que j'ai besoin de quelqu'un de compatible. Et les gens oublient. Ils cherchent l'alchimie, ils cherchent la connexion, ils cherchent le sentiment d'amour et ils oublient la compatibilité. Et pour moi, dans un couple, s'il n'y a pas de compatibilité, tu sais ce que ça va créer dans la vie de tous les jours? Ah, t'as pas rangé tes chaussures. Ah, tu t'es pas lavé les mains. Ah, t'as pas fait ci. T'as pas sorti les chiens. T'as pas ci. T'as pas sorti les poubelles. Ça, c'est un manque de compatibilité. Parce que dans la compatibilité, c'est ta manière de vivre, ta manière de voir les choses, ton hygiène de vie, ton style de vie. C'est ça, la compatibilité. Moi, par exemple, quand j'étais mariée avec mon ex, j'avais pas cette maturité. Et forcément, je lui reprochais de pas aller au sport. Mais c'est de ma faute parce que je me suis mariée avec quelqu'un qui ne faisait pas de sport en croyant que ça allait changer. Mais non, c'est un manque de compatibilité. Parce que moi, voilà. Et c'est ça les critères qui doivent être solides dans ta tête. C'est pas, je veux qu'il soit blond aux yeux verts, machin. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Bien sûr, il doit te plaire physiquement. Tu dois avoir l'alchimie physique. Mais il faut que tes standards que tu te fixes, ils doivent être logiques pour maintenir une relation solide dans le temps. C'est tout.
Ouais, je suis entièrement d'accord. Enfin, je suis célibataire, mais... Donc maintenant, on va te trouver un homme compatible. Mais j'ai appris de mes leçons passées. Et c'est vrai que des fois, il y a des filles... J'ai une amie, elle est magnifique, elle a tout pour elle, etc. Et en fait, elle date beaucoup à Bali. Et en fait, elle a un critère que j'arrive pas à lui faire enlever. Je suis là, mais... En fait, un de ses critères, c'est qu'il faut absolument que le mec fasse au moins 1m80. Et en fait, elle tombe... Et le mec arrive... Je l'ai déjà vu faire. Hein. Le mec arrive, elle me dit, fais pas 1m80. Et tu sais, du coup, elle va dans le date. Genre, il fait quoi, 79? Bah, franchement, limite 78, je sais pas. Ah. Et tu sais, je suis là, genre... Mais en fait, à quel moment ça va jouer sur sa personnalité, Ouais. son caractère, ce qu'il a dans le cerveau? Enfin... Mais tu sais, je peux la comprendre parce que moi aussi, j'avais des hicks, tu sais. Et parfois, Ouais. c'est plus fort que nous, je pense. Moi, j'ai des hicks comme ça. Genre, par exemple, si le mec, il a les ongles longs. Genre, il peut être le plus beau gosse, le plus riche, le plus gentleman. Et s'il a les ongles longs, ça m'écoeure. Après, ça se coupe. Mais tu vois, moi, j'arrivais pas à faire le lien dans ma tête. C'était, en fait, j'associais ça à son hygiène, par exemple. Ah ouais. Ah, mais c'est un mec sale, c'est un mec qui s'occupe pas de lui, un mec. Tu vois, donc je faisais des raccourcis dans ma tête et ça me bloquait complet. Pendant le date, j'étais là en mode tétanisée, en mode putain, je dois rentrer chez moi, je peux pas. Genre, ça me dégoûtait, je pouvais même pas manger devant lui et tout. Tu vois, il y a des petits hicks comme ça. Il faut, au contraire, lui demander pourquoi justement peut-être elle a un trauma peut-être elle a honte qu'on la voit avec quelqu'un de plus petit qu'elle, peut-être elle met des talons de 12 centimètres et elle a peur de le dépasser. En fait, c'est le pourquoi qui est plus intéressant à comprendre. Exactement. Que le critère en tant que tel. Et moi, quand j'associe les ongles longs par exemple à l'hygiène, bah, c'était un manque de compatibilité. Parce que je me dis, moi, je suis hyper maniaque, j'ai un toc avec mes mains, j'ai un toc avec tout ça. Donc, si le mec, il se coupe même pas les ongles, bah, je vais juste passer ma journée à lui dire, coupe-toi les ongles, lave-toi les mains, va te doucher, machin. Flemme, quoi, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai appris, justement, bah, avec ma dernière relation. C'est que y a un truc qu'il faut, je pense, vraiment pas faire. Et du coup, tu vas me dire si tu le fais ou pas avec ta relation actuelle, mais justement, ce côté un peu genre mère. Materner le gars, ouais, clairement. Mais tu sais, parfois, on est obligé. Parfois, c'est ce que j'essaie de comprendre, enfin, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Quand je dis compatible, quand t'es pas compatible, tu vas materner. Ouais, et ça, c'est horrible. Ouais. Parce que, le gars va perdre l'attirance, clairement, parce qu'il veut pas d'une mère, hein, il veut d'une femme. Et toi, tu as une charge mentale en plus, alors que nous, les femmes, on a déjà une charge mentale plus supérieure que celle des hommes. Et tu vas te rajouter une charge mentale, alors que potentiellement, tu n'as même pas d'enfant avec ce gars. Imagine, tu as un enfant demain. Tu as un enfant, un adulte à gérer, un enfant à gérer, flemme. Et donc ça, c'est un manque de compatibilité. Parce que, tu vois, je te donne un exemple. Avec mon ex, on n'était pas compatibles. Je reviens encore sur l'hygiène, parce que je pense que c'était un des critères les plus importants de ma life. J'adore ce critère. Pour te dire, les premiers dates, j'observais si le gars allait se laver les mains avant de manger. Et si le gars ne se levait pas pour aller se laver les mains, je le revoyais plus. J'étais là en mode, tu me dégoûtes, genre. Et du coup, en fait, avec mon ex, par exemple, j'étais toujours en mode, lave-toi les mains, va te doucher, lave-toi les mains. Et donc, du coup, je jouais un peu le rôle de la mère dans la relation. Avec mon mec actuel, côté hygiène, on est pareil. Je suis zen. Genre, je rentre à la maison, je sais qu'il va aller se laver les mains. Je sais qu'il va enlever ses chaussures. Ouais. Donc, forcément, je vais même plus lui dire va te laver les mains, va te doucher, va-ci, va ça. Donc, je sais qu'il va le faire par lui-même parce qu'il est pareil que moi. Donc, ça, c'est quoi? C'est la compatibilité. Ouais, et du coup, on est d'accord pour dire que la phrase les opposés s'attirent, c'est vraiment du bullshit. Sur des choses, mais pas sur les bases. Ouais, vraiment, moi, je pense pas que je pourrais être avec mon opposé. Ouais. Non, mais bien sûr que non. Mon opposé, peut-être si, par exemple, mon mec, sa passion, c'est les oiseaux. Moi, les oiseaux me font peur. Donc oui, on est opposés. Mais ça va, ça impacte pas ma vie. Il m'a ramené un perroquet la dernière fois, pour te dire. Là, c'était la limite de le mode. J'étais là en mode, t'es sûr qu'on est compatibles? Ouais. Mais tu vois, j'ai fait quand même une petite concession. Je me suis dit, ok, je vais le laisser kiffer son perroquet. Bon, il a craqué au bout de 2 semaines parce qu'il faisait trop de bruit, tu vois. Mais je l'ai laissé vivre son truc. Ouais. Mais on est opposés dans certaines choses. Enfin, ouais, on n'a pas la même culture, par exemple, tu vois. Okay. Mais ce sont des choses... Est-ce que c'est des choses rédhibitoires qui vont t'impacter au quotidien négativement, ou est-ce que tu peux faire des concessions? Et c'est ça la question que tu dois te poser quand tu rencontres quelqu'un
un peu opposées à toi, est-ce que ce sont des choses qui vont limite ruiner ton quotidien parce que tu vas pas les supporter, ou est-ce que ce sont des choses où tu trouves cute chez l'autre parce que c'est sa passion, les oiseaux, c'est trop cute, vas-y, je le laisse admirer le ciel et ses oiseaux, quoi. Et ça ne m'impacte en rien, tu vois. Oui, c'est ça. En fait, du moment que ça t'impacte C'est pas OK. négativement Exactement. et que ça te rabaisse pas, ça te fait pas douter de toi, etc., Exactement. c'est complètement OK. Mm. Et du coup, dans les femmes que tu accompagnes aujourd'hui, est-ce que, on parlait du sport au début de cet épisode, où selon moi, une femme qui fait du sport et qui tient une discipline sportive va l'aider dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu te rends compte aussi que le fait d'être dans une relation, on va dire saine ou pas saine, pour pas utiliser d'autres mots, ça a un impact aussi? Si c'est sain, non. Mais si c'est pas sain, oui, bien sûr. Après, moi, j'ai plein de mamans dans mes élèves, mamans mariées. Mais ce que j'observe beaucoup, ce sont des femmes. Je vais parler notamment des femmes mariées. Elles veulent leur indépendance. Elles ne veulent plus dépendre d'un homme. Et elles cherchent aussi potentiellement à se prouver à elles-mêmes qu'elles peuvent faire des choses incroyables. Elles veulent se sentir vivante, animée, alignée. C'est pour ça que je parlais beaucoup de ce sentiment au début. Et je pense aussi, les mamans, elles ont un truc en elles qui les pousse à encore plus chercher des solutions parce qu'elles se rendent compte qu'elles veulent passer du temps avec leurs enfants, qu'elles veulent être présentes dans la vie de leurs enfants. Et je pense que j'ai beaucoup de mamans qui viennent dans mon programme parce qu'elles ont un why puissant en elles, un pourquoi puissant qui les drive. Quand tu es célibataire et que tu t'occupes que de toi-même, limite tu t'oublies un peu dans la routine, machin. Mais dès que tu es maman, limite quelque chose se réveille en toi et tu te dis mais c'est pas du tout la vie que je veux finalement. Je veux être là pour mes enfants, je veux que mes enfants soient fiers de moi, je veux que mes enfants se disent maman, elle a accompli des choses dans sa vie, elle est sortie de sa zone de confort, je veux gagner de l'argent pour faire kiffer mes gosses. Donc en fait leur pourquoi change et pour moi c'est mes meilleurs élèves. Ce sont ces mamans qui ont trouvé un why puissant en elles. Et bien évidemment, j'ai aussi des femmes très intelligentes, célibataires, qui veulent préparer le terrain pour devenir cette femme libre, épanouie, accomplie, pour attirer aussi un conjoint de valeur qui va les rendre heureuses aussi. Ça va être moi, du coup, je serai ta cliente. Voilà, avec plaisir. Bienvenue. Top. Je sais pas si tu sais pourquoi j'ai appelé mon podcast La Comète. Non, dis-moi. Alors moi, je suis une passionnée de l'univers, de manière générale, et aussi un peu tout ce qui est astro. T'es de quel signe? Bélier. Qu'est-ce que tu as à me dire sur les béliers? Je sais pas, à ton avis, de quel signe je suis? Je suis tellement nulle avec ça, moi. Genre, je suis hyper rationnelle. Mais allez, vas-y, balance, je sais pas. Je te taquine. Non, je suis bélier aussi. Ah, sérieux? Ouais. Quel mois? Avril. Quel jour? Imagine, on est nés le même jour, genre. Le 4. Moi, le 12. Mais 12 bon, avril. le 4, c'est mon chiffre préféré. Ah bah c'est mon chiffre Mais c'est le aussi. 4, c'est avril, quoi. C'est le mois 4. Ouais. Et du coup, je suis passionnée un peu de tout ça, les thèmes astro, etc. Je trouve pas mal de connexions. Et du coup, moi, je suis bélier, ascendant scorpion, et j'ai ma lune en taureau. Ok. Donc, je suis assez intense. Impulsive, ouais. Ouais, exactement. Je pense que c'est pour ça que ça match Ça a matché, entre ouais. nous, parce que les béliers, on a l'impression qu'on se comprend de ouf. vraiment entre nous. De ouf. Et que tous les autres signes ne nous comprennent pas vraiment, d'ailleurs. Ouais, après, il y a d'autres facteurs, Oui, je pense. bien sûr. Mais moi, en tout cas, ce que je sais, ce que j'ai observé, même si je suis pas du tout signe, je crois. Enfin, je crois, je sais même pas si j'y crois en vrai. Enfin, en fait, je réfléchis même pas à ça. Mais ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que je rencontre une ou un bélier, et ben, on s'entend de fou bien. Genre, je sais pas pourquoi. Les béliers, on s'entend super bien entre nous, ouais. Et Okay. donc, du coup, on verra par la suite ce qu'on pourra faire ensemble. Ouais, grave. Mais du coup, j'ai appelé ce podcast La Comète en partie pour ça. Parce que c'est un mix entre le fait de vouloir briller dans l'univers. Puis la comète, c'est un objet qui est rare, mais en même temps, tu vois, c'est justement pas une étoile filante. Ok. Et la série avec mes invités s'appelle Les étoiles filantes. Ok. Et du coup, j'ai à chaque fois une question à poser à mon invité. C'est, selon toi, en quoi est-ce qu'on est toutes et tous des étoiles filantes? Waouh. C'est une question. Ok. C'est une belle question. Je dirais parce qu'on est unique. Je pense que plein d'invités ont dit ça, mais moi, ce qui m'impressionne le plus dans l'être humain, c'est son authenticité
et le fait que chacun de nous est unique, mais en même temps, chacun de nous a des points communs avec d'autres personnes. Et, et en fait, ce qui me fascine, c'est l'expérience de vie de chaque personne. Et en fait, comment tout est... En fait, comment tout prend sens quand tu commences à vraiment analyser ce qui s'est passé, quand tu commences à limite t'éveiller, tu sais. Ouais. Et en fait, je pense qu'on est des étoiles filantes parce que déjà, ben, la vie est temporaire, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est des étoiles filantes, c'est un point A, un point B, et on va tous disparaître un jour. Et je pense que plein de gens ne sont pas conscients de ça, et ils prennent la vie trop au sérieux. Et je pense que c'est déjà ça, hein, c'est un point hyper important à relever, c'est qu'il faut arrêter de prendre la vie trop au sérieux. Il faut, comme tu as dit au début, s'aventurer, expérimenter et vivre la vie comme un jeu finalement, et ne pas trop s'attacher à tout ça. Parce que on est une étoile, on est là pour briller, on est là pour vivre la vie à fond, mais aussi on est aussi là pour laisser un impact dans ce monde, parce que sinon dans 2 générations après nous, on sera oublié. Et c'est pour ça qu'on est des étoiles filantes. J'aime trop la réponse. Merci beaucoup. Merci Marion, c'était trop bien. J'ai même oublié que c'était filmé.